Qu'est-ce que la connaissance scientifique, l'épistémé? Voyons comment Aristote l'a définie au début des seconds analytiques. Nous estimons posséder la science d'une chose quand nous estimons que nous savons quelle est la cause par laquelle la chose est, que nous savons que cette cause est celle de la chose, et qu'en outre, il n'est pas possible que la chose soit autre qu'elle n'est. Et Aristote poursuit, il est évident que telle est la nature de la connaissance scientifique. Ce qui le montre, c'est l'attitude aussi bien de ceux qui ne savent pas que de ceux qui savent. Les premiers croient se comporter comme nous venons de l'indiquer, et ceux qui savent se comportent aussi, mais en réalité, de cette même façon. Cette définition peut donc se résumer en 2 points. Posséder la science, c'est tout d'abord savoir quelle est la cause du fait que la chose est, la cause du fait que quelque chose est, et deuxième point, c'est savoir que cette chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Nous pouvons remarquer dans un premier temps que Aristote donne une approche subjective ou plutôt psychologique de ce qu'est la science. Il définit la science à partir de ce que nous estimons être notre état, ce que nous estimons être l'état de notre âme lorsque nous sommes en possession d'une science. Et donc, lorsque nous estimons être en possession d'une science ou d'une connaissance, alors nous estimons tout d'abord savoir quelle est la cause du fait que la chose est, et ensuite nous estimons savoir que cette chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Comment Aristote peut-il justifier de cette définition qu'il donne de la science ou de la connaissance, car bien évidemment nous sommes à une époque où nous ne faisons pas encore de différence entre la science, celle qui obéit aux caractéristiques de la méthode scientifique expérimentale déterminée à partir de la Renaissance, et les autres types de connaissances. Ici, il s'agit de trouver un modèle, un paradigme de toute connaissance possible. Donc, comment Aristote peut-il parvenir à fonder sa définition de la science à partir de cette approche psychologique, de cette approche subjective? Tout d'abord, nous allons suivre ici une remarque d'un grand commentateur d'Aristote, Jonathan Barnes, qui signale que pour qu'il n'y ait pas de circularité dans cette définition, il faut bien comprendre que Aristote distingue dans le grec 2 modalités de connaissance. La modalité qui est celle de la science, lorsqu'il dit que nous estimons posséder la science, il emploie le verbe epistatai, qui signifie donc, c'est une façon d'exprimer le fait de connaître, mais qui ensuite a donné le substantif épistémé, qui est le substantif, le nom qui est employé par Aristote pour qualifier la science ou la connaissance, et distinguer ensuite l'autre verbe, le verbe plus général, gignoskein, donc qui signifie simplement savoir. Donc nous estimons posséder une science, donc la possession d'une science, d'une épistémé, ça implique 2 formes de savoir. Le savoir de la cause, le savoir du fait que la chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Et ces 2 formes de savoir, une fois réunies, vont déterminer une forme plus haute de savoir qui est l'épistémé, la connaissance. Donc ainsi, nous échappons à une forme de circularité. Voilà pourquoi j'ai modifié la traduction de Tricot. Mais ensuite, une autre question se pose. Pourquoi partir d'une définition purement psychologique, c'est-à-dire nous prenons pour acquise la définition de
la science qui est celle que nous admettons en nous-mêmes lorsque nous estimons que nous possédons cette science ou que nous possédons cette connaissance. Et pour, nous estimons que avoir une connaissance, c'est pouvoir répondre à ces deux critères. Donc connaître la cause et connaître et savoir que la chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Alors quel est ce nous? C'est une question qu'on peut poser à Aristote. S'agit-il de la plupart des hommes ou s'agit-il simplement des savants? Aristote semble penser qu'il s'agit de la plupart des hommes, que tout le monde plus ou moins sait ce qu'est la connaissance. Et ensuite, comment justifier du fait que cette définition soit la définition juste? Eh bien, c'est à cause d'une forme d'optimisme épistémologique chez Aristote. Aristote estime que l'esprit humain est naturellement accordé à la connaissance, naturellement préparé à la connaissance du monde, et ce, à travers son expérience. Et donc, que si la plupart des êtres humains, ou même la plupart des savants, ont une certaine conception de ce qu'est la connaissance, eh bien, cette conception doit être la conception juste. Mais donc, pour éviter le cercle, il faut bien distinguer au moins deux niveaux de connaissance. Le niveau de l'épistémé, donc on pourrait dire la connaissance à son plus haut degré, donc la connaissance scientifique, comme nous allons voir, la connaissance démonstrative, et un autre type de connaissance, une connaissance qui ne sera pas à proprement parler de l'ordre de la connaissance ou de la connaissance scientifique, de l'épistémé, mais qui sera néanmoins un type de connaissance sur lequel l'épistémé, la connaissance scientifique, va elle-même se fonder. Je reviens donc ici sur la définition de la science, de l'épistémé, que j'ai appelé auparavant connaissance scientifique. Nous estimons posséder la science d'une chose quand nous estimons que nous savons quelle est la cause par laquelle la chose est et que nous savons que cette cause est celle de la chose et qu'en outre, il n'est pas possible que la chose soit autre qu'elle n'est. Nous allons donc maintenant expliciter les deux caractéristiques de la définition de la science ou de la connaissance scientifique. Et en commençant par la deuxième caractéristique, qui est de savoir que cette chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Il n'est pas possible que la chose soit autre qu'elle n'est. Et Aristote continue, il en résulte que l'objet de la science au sens propre est quelque chose qui ne peut pas être autre qu'il n'est. Pour comprendre, pour expliciter ce qu'Aristote est en train de dire, nous pouvons revenir au carré des modalités par lequel nous avons distingué le nécessaire du contingent, de l'impossible et du possible. Et donc, nous avions bien défini le nécessaire comme ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui ne peut pas être autrement. À partir de là, nous pouvons voir que la deuxième condition de la science ou de l'épistémé est bien de savoir que ce qui est objet de la science est quelque chose de nécessaire. Donc, premier temps, savoir quelle est la cause du fait que la chose est, et deuxième condition, savoir que cette chose est nécessaire. Et donc, cela implique que nous ne pourrons avoir connaissance que de ce qui est nécessaire. Si
nous voulons satisfaire à ces deux critères très exigeants de la connaissance. Pour les comprendre, nous allons maintenant essayer de prendre deux contre-exemples. Alors deux contre-exemples qui ne sont pas explicités en tant que tels par Aristote, mais qu'ici je vais donner simplement pour faciliter la compréhension. Tout d'abord, un contre-exemple qui puisse satisfaire à la première condition, donc connaître la cause, mais pas à la deuxième, c'est-à-dire savoir que la chose ne peut pas être autrement. Prenons l'exemple suivant. Exemple d'un syllogisme qui semble ne pas répondre entièrement aux deux critères précédents, aux critères de la connaissance scientifique. Première prémisse, toute éclipse de lune est due à l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil. C'est ce que Aristote, ce qui est vrai au niveau astronomique et ce qu'Aristote admet comme une vérité scientifique. Deuxième prémisse, supposons que nous situions au moment d'une éclipse, alors nous arrivons à cette deuxième prémisse, la Terre est interposée entre la Lune et le Soleil en ce moment. Nous arrivons donc à la conclusion, donc en ce moment, il y a une éclipse de lune. Eh bien, nous pouvons dire que ce syllogisme qui correspond donc à la situation suivante, à la situation donc où il y a une éclipse de lune et donc où nous nous situons sur ici la partie sombre, non éclairée par le soleil de l'hémisphère. Il est à signaler que ce schéma est valable à la fois dans le système héliocentrique qui est le nôtre, mais il est aussi valable dans le système géocentrique qui était celui d'Aristote. Peu importe, l'explication de l'éclipse de lune reste valable. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, nous connaissons ici la cause de l'éclipse de lune. Mais l'éclipse de lune, le fait, la chose, comme dirait Aristote, ou en tout cas la traduction qu'on peut en donner. Donc, mais le fait lui-même, l'éclipse de lune, n'est pas un fait qui est tel qu'il ne peut pas être autrement. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui se réalise toujours. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du nécessaire, qui ne peut pas ne pas être. Effectivement, eh bien, l'éclipse de lune est un phénomène exceptionnel, et donc tantôt il y a une éclipse de lune, tantôt il n'y a pas d'éclipse de lune, et donc si je prends la proposition il y a une éclipse de lune, eh bien, si je l'analyse sans aucune connotation temporelle, et c'est ce que font souvent les philosophes dans l'Antiquité, même la plupart du temps, si je l'analyse sans aucune connotation temporelle, eh bien la proposition « il y a une éclipse de lune » n'est pas considérée comme une proposition nécessaire parce que tantôt il y a une éclipse de lune, tantôt il n'y a pas d'éclipse de lune. Et donc, l'éclipse de lune peut être ou ne pas être. Donc, nous sommes ici dans la situation où nous connaissons la cause, l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil, mais la cause d'un phénomène qui s'exprime par une proposition qui n'est pas nécessairement vraie, c'est-à-dire qu'elle est tantôt vraie, elle est tantôt fausse, donc elle peut être soit vraie, soit fausse, et donc
la conclusion, au niveau simplement logique, ne sera pas une conclusion nécessaire. Et donc, au sens strict, ce serait une proposition qui n'obéirait pas en tout point aux caractéristiques de la connaissance scientifique de l'épistémè. Nous allons voir par la suite que Aristote est obligé de nuancer son propos. En tout cas, retenons comme conséquence de cette analyse qu'il n'y a de science que du nécessaire, et Aristote va tirer lui-même les conséquences de cette caractéristique. Eh bien, il n'y a de science alors que des conclusions éternelles, c'est ce qu'il dit au chapitre 8 des seconds analytiques, c'est-à-dire que des conclusions qui sont toujours vraies, de telle sorte qu'elles sont nécessairement vraies et de telle sorte qu'elles ne peuvent pas être fausses. Alors que, par exemple, eh bien, l'éclipse, le fait qu'il y a une éclipse est une conclusion qui peut tantôt être vraie, tantôt être fausse. Et donc nous voyons ici que cette conclusion est par elle-même, conduit par elle-même à des conséquences tout à fait paradoxales, et tout à fait paradoxales même pour Aristote, parce que cela voudrait dire que une science aussi précise que l'astronomie, et nous avions bien vu comment au niveau des astres, les mouvements qui ont lieu sont des mouvements qui se réalisent de façon nécessaire. Eh bien, comment une science aussi précise que l'astronomie pourrait-elle par elle-même échapper aux conditions de la scientificité? Et donc, c'est dans ce même chapitre 8 qu'Aristote est conduit à nuancer son propos. Mais les démonstrations et la science des événements qui se répètent, comme par exemple une éclipse de lune, sont évidemment en tant que telles éternelles. Mais en tant qu'elles ne sont pas éternelles, elles sont ainsi particulières. Que veut dire ici Aristote? Nous pouvons l'interpréter ainsi. Les événements qui se répètent sont au niveau général éternels, et donc leur démonstration conduit à des conclusions éternelles et donc qui correspondent au sens strict aux caractéristiques de la connaissance scientifique telle qu'Aristote les a définies au début des seconds analytiques. Mais lorsque nous prenons ces événements à un niveau particulier, c'est-à-dire chaque événement, par exemple l'éclipse de lune telle qu'elle apparaît à tel jour précis, alors au niveau particulier, évidemment, la conclusion de la démonstration ne sera pas éternelle puisqu'elle peut être vraie ou fausse suivant tel ou tel jour. Et donc, au niveau particulier, ces événements ne satisfont pas entièrement aux caractéristiques scientifiques. Précisons cela par les exemples suivants. Donc, je reprends l'exemple de l'éclipse de lune qui aurait lieu en ce moment. Il s'agit donc de l'éclipse de lune, mais considérée à un niveau particulier, ou pour ainsi dire de fait singulier, l'éclipse de lune actuelle. Eh bien, nous avons la démonstration, ou plutôt le raisonnement suivant. Toute éclipse de lune est due à l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil. Donc il s'agit d'une prémisse qui est vraie et qui est éternellement vraie, donc vraie de façon nécessaire. La Terre est interposée entre la Lune et le Soleil, donc c'est une prémisse qui est actuellement vraie, mais qui n'est pas vraie de façon nécessaire, puisqu'on la considère sans indexation temporelle. Et donc, il y a une éclipse de lune, c'est une conclusion qui est vraie, mais qui n'est pas vraie,
de façon nécessaire, qui n'est pas vrai de façon éternelle. Donc voilà ce qui se passe lorsque nous considérons l'événement de façon particulière ou singulière plutôt. Ensuite, nous pourrions tout à fait élaborer des raisonnements qui nous permettraient d'aboutir à propos des mêmes phénomènes à partir du moment où nous les considérons de façon universelle, eh bien, aboutir à des raisonnements qui, là, satisferaient pleinement aux conditions requises par la science. Et donc, l'exemple suivant, toute éclipse de lune est due est due à l'interposition d'un astre devant le Soleil. Deuxième prémisse, la Terre peut s'interposer entre la Lune et le Soleil. Conclusion, l'éclipse de lune est possible, si on définit l'éclipse de lune comme l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil. Donc ici, nous avons deux prémisses qui sont vraies de façon nécessaire, c'est-à-dire qui sont toujours vraies et donc qui conduisent à une conclusion qui, elle, est aussi vraie de façon nécessaire. L'éclipse de lune est possible, il est possible qu'il y ait des éclipses de lune. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de démonstration scientifique peut être élargi, puisque je peux remplacer la deuxième prémisse par la prémisse suivante. La Lune peut s'interposer entre la Terre et le Soleil, car évidemment, l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil n'est pas la seule possibilité, et alors à ce moment-là, je peux conclure que l'éclipse de Lune est possible, et cette proposition, cette conclusion est toujours vraie, donc c'est une vérité éternelle, et elle est vraie, donc au niveau logique, de façon nécessaire. Nous voyons donc que pour ce qui concerne les vérités astronomiques, donc les événements qui se répètent, et qui se répètent de façon stricte, eh bien ces vérités astronomiques relèvent de la science, en tout cas au niveau universel, et on peut considérer que l'étude des phénomènes particuliers se rattache à ce titre à la science, puisque cette science, elle peut aboutir à des démonstrations qui satisfont toutes les caractéristiques qui sont incluses dans la définition de la science. Et à partir de là, un autre problème se pose. Car si nous suivions les exigences de la science, qui est donc de connaître la cause, et la cause de réalités qui ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, c'est-à-dire de réalités nécessaires, eh bien, au sens strict, ne pourront satisfaire à ces critères de scientificité que les mathématiques, et après les modifications ou les précisions qui ont été apportées par Aristote dans ce que nous venons de voir, l'astronomie. Mais qu'en est-il de tous les autres domaines de la science, et en particulier le domaine de la physique qui s'intéresse aux phénomènes de la réalité infralunaire, phénomènes qui ne se réalisent pas de façon nécessaire à partir de mouvements qui se réalisent de façon nécessaire, comme c'est le cas pour les astres, mais de mouvements qui se réalisent de façon contingente. Je rappelle en effet la distinction que nous avions déjà vue entre la région supralunaire, dont les mouvements obéissent à une régularité stricte, qui se réalise donc toujours de la même façon, et donc dont les mouvements relèvent du nécessaire, même si, comme nous l'avons vu, les conclusions des raisonnements
qui en démontrent la cause lorsque ces phénomènes sont pris non pas en général, mais en particulier ne sont pas des conclusions qui, au sens logique, aboutissent à des vérités nécessaires, et la région infralunaire, elle, qui obéit à la régularité non pas stricte, mais simple, c'est-à-dire que les mouvements qui se réalisent en elle, comme par exemple les mouvements, les naissances hein, euh, ou les morts, se réalisent selon la modalité du Ros Epitopoulos, c'est-à-dire de ce qui se réalise le plus souvent, et donc non pas de la nécessité, mais de la contingence. Ici, je rappelle le petit schéma que nous avions déjà envisagé. Je rappelle donc que pour bien comprendre la définition aristotélicienne de la science, j'ai envisagé un certain nombre de contre-exemples possibles. Et donc, tout d'abord, le contre-exemple d'un événement dont nous connaissons la cause, mais la cause d'une chose qui elle-même n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qui ne se réalise pas toujours. Et donc, c'est ce que nous venons de voir. Mais maintenant, un autre contre-exemple possible, un contre-exemple, l'exemple d'une vérité qui pourrait satisfaire à la deuxième condition, c'est-à-dire ce serait la connaissance d'une réalité nécessaire, mais dont nous ne connaîtrions pas la cause. Eh bien, nous pourrions dire que l'exemple suivant pourrait tout à fait correspondre. Par exemple, je peux penser savoir que tous les jours le soleil se lève, je peux, disons, savoir que tous les jours le soleil se lève et donc que cette vérité se réalise toujours et donc qu'il s'agit d'une conclusion dont la vérité est éternelle, mais pour autant sans connaître la cause du fait que le soleil se lève, la cause d'ailleurs que l'humanité a mis très longtemps à connaître. Et donc nous aboutissons donc maintenant à une autre conséquence, enfin une conséquence qui était déjà claire, mais en tout cas que nous pouvons maintenant développer. Connaître, cela implique de connaître la cause. Or, pour Aristote, nous pouvons distinguer 4 espèces de causes, et seulement 4, les 4 causes d'Aristote que nous allons détailler dans la vidéo suivante.